Croire aux forces de l'esprit. Travailler plus, gagner davantage. Et les actes. Bonsoir Cécile Duflot. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Vous avez des profils différents, mais des points communs aussi. Vous aspirez tous à gouverner. D'ailleurs, vous l'avez déjà fait. Vous avez tous été ministres. Et aujourd'hui, vous êtes tous d'accord à des degrés divers. Vous êtes tous en opposition avec la rigueur, avec l'orthodoxie, y compris telle qu'elle est pratiquée, selon vous, par François Hollande et Manuel Valls. Mais ce soir, on ne va pas critiquer, on ne va pas dénoncer, on va vous entendre sur ce que vous feriez, vous, si vous étiez au pouvoir. On va vous questionner sur cette politique alternative. Une ou deux questions avant d'accueillir Nathalie Saint-Cric et François Langlais. C'est la première fois qu'on vous voit tous les trois réunis, publiquement, sur un plateau comme cela. Est-ce qu'il peut y avoir, dans les semaines ou les années à venir, une alliance entre vous, un projet commun? Cécile Duflot? Est-ce qu'il peut y avoir? Oui, puisqu'il y a déjà. On est ensemble dans un certain nombre d'endroits. La famille de Jean-Luc Mélenchon gouverne Grenoble avec Éric Piolle, qui est un ami. On était sur les bancs du conseil régional ensemble avec Benoît Hamon pendant des années et on a été ensemble au gouvernement. Donc ça existe déjà. C'est effectivement dans un moment... Deux politique... par deux, si j'ose dire, mais tous les trois. Bah écoutez, je pense qu'on verra bien, mais il y aura sûrement des endroits où les choses seront possibles aussi ensemble parce que c'est souhaitable. Moi, je défends justement une autre politique. Pourquoi? Parce qu'elle est nécessaire et parce qu'elle est utile, mais aussi qu'elle se fasse dans un cadre de rassemblement plus large. Jean-Luc le sait, moi j'ai regretté. Je sais que la victoire de François Hollande lui doit. Elle doit en partie à son soutien et à son bon score du premier tour. Mais sans doute que les choses auraient été différentes s'il avait accepté de participer avec nous aux responsabilités. Je l'ai toujours dit, je continue de le dire. Et je pense d'ailleurs que c'est dans la diversité, dans les compromis, mais dans le rassemblement qu'on avance. Jean-Luc Mélenchon? Bon, je vais vous répondre franchement. J'ai beaucoup joué de la mandoline pour obtenir une majorité alternative, et bon, parce que je pensais que c'était le moyen le plus direct d'abréger nos souffrances. Je ne crois pas du tout à la politique qu'applique François Hollande. C'est pas une question personnelle. C'est un échec monstrueux, monumental en France. La dislocation est en route, les gens souffrent comme jamais, mais dans toute l'Europe. Et corrélativement à cet échec, il y a une poussée des extrêmes droites. Bref, moi je me disais, on peut raccourcir nos souffrances. Bon, ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Les gens, quand j'ai dit je venais sur ce plateau, ne croyez pas que ça a été simple. Hein, parce que les gens me disaient, oui, il faut le faire, parce qu'il faut qu'on se serre les coudes, le danger est extrême, etc. Et d'autres m'ont dit, ah non, non, il ne faut pas faire ça. On n'a rien à voir avec l'ancienne gauche officielle. Tout ça, c'est... ils sont tous trempés jusqu'au coude dans cette affaire. Moi, voilà ce que je sais. Je dis là, je ne parle qu'à titre personnel. Hein. Je n'ai pas de mandat pour... D'ailleurs, on ne va pas le faire ce soir, pas signer un accord sur cette table. Ah, qui sait? Oui, pourquoi pas. Bon, si, en tout cas, vous pouvez, on était en état d'arriver. Ce que je peux dire, c'est ça. Moi, je dis à tout le monde, regardez bien, les amis. Le problème, c'est pas le droit ici. Hein. C'est même pas Hollande. C'est le tableau général. On marche à l'abîme dans le pays et en Europe. On n'a jamais vu ça. Des fascistes en Suède, des fascistes en tête au Danemark, et ainsi de suite, tous les pays traditionnels de la gauche. Deuxio, on voit la guerre arriver, généralisée. Tertio, la guerre. Ne vous inquiétez pas, je vais être long. Bah écoutez, vous avez entendu parler de ce qui se passe en Ukraine, sans doute. Bon, j'ai déjà dit que c'était une bêtise d'aller se battre là-bas, au milieu des centrales atomiques, dans l'état que vous savez. Bon. Et puis la catastrophe écologique, parce que là, c'est eux qui avaient raison pendant des décennies. Et nous, on se bouchait les oreilles, on ne voulait pas le voir. C'est la vérité. Et maintenant, on nous dit que le changement climatique est commencé. Donc, il faut essayer de se mettre à la hauteur des événements. Nous trois, qu'est-ce qu'on peut faire? À condition d'être clair, c'est-à-dire de dire, on met de côté le vieux système, la vieille politique économique et les vieilles pratiques politiques d'arrangement au sommet.
Si on marche à coups d'assemblée citoyenne sur le terrain et qu'on a une ligne de rupture, avec des propositions bien sûr, on ne sera pas forcément d'accord, il faudra faire des compromis, ça peut donner de l'enthousiasme et du courage. Parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est ça, c'est du courage. Là, tu as raison. Cécile Duflot a raison. Pardon, on va se vous voyer, sinon Non, on va les gens vous vont voyer, voir on qu'on- se tutoie. Vous vous c'est- tutoyez dans la vie. Oui. Dans la vie, on ne se voit pas beaucoup, pour être dire franc, mais pas assez, on va dire. Bref, On se tutoie. ça veut dire qu'il faut à tout prix que vous autres qui nous écoutez, bien sûr, il y a ceux qui ne nous aiment pas, ça ne changera pas ce soir, mais les autres, reprenez courage et confiance en vous-même. C'est ça que je veux essentiellement faire ce soir avec Benoît Hamon et Cécile Duflot. Si on doit servir à quelque chose, c'est ça, retrouver le goût du futur. Restez pas à regarder la pointe de vos chaussures. Benoît Hamon, vous étiez ministre il y a 3 mois encore. Vous êtes toujours membre du Parti Socialiste, mais est-ce que vous pourriez faire un bout de chemin avec Jean-Luc Mélenchon, que vous venez d'entendre, vous tendre la main d'une certaine manière avec Cécile Duflot? Moi, je crois le rassemblement de la gauche souhaitable, éminemment souhaitable, parce que je suis convaincu que la tâche historique qui est la nôtre, et en cela je rejoins ce que vient de dire Jean-Luc Mélenchon, elle est d'abord de savoir comment nous changeons le cours des politiques du quinquennat jusqu'en 2017, de façon à ce qu'elles soient utiles aux Français, sur les questions économiques et sociales, et comment faire en sorte qu'en 2017, on échappe à ce qui serait un désastre politique et démocratique, c'est-à-dire le face-à-face entre une droite très radicale et l'extrême droite. Et je crois qu'autour de ces deux objectifs-là, on peut trouver des moyens de surmonter les désaccords qui subsistent incontestablement entre nous et de rassembler toute la gauche, et je dis bien toute la gauche, c'est-à-dire pour moi aussi tout le Parti socialiste. Et ça me semble être aujourd'hui indispensable, tant ceux qui nous ont élus ont le sentiment, quelque part, que nous nous sommes résignés. Résignés à la somme des contraintes que nous avons pu trouver quand nous sommes arrivés aux responsabilités sur les questions économiques et sociales, et au bout du compte, résignés à laisser les choses en l'état et à ne pas vouloir modifier un certain nombre de réalités, qui étaient des réalités d'obstacles qui étaient posés devant nous et qui faisaient obstacle au projet de la gauche. Pour qu'on se comprenne bien, vous souhaitez une majorité alternative peut-être avec Jean-Luc Mélenchon et Cécile Duflot, ou vous souhaitez une majorité élargie à eux au sein de la majorité Et actuelle? d'abord, il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, au Sénat, ce type de majorité, front de gauche, écologiste, socialiste, elles existent. Elles ont existé sur la loi de refondation de l'école, elles ont existé sur les lois de... Oui, mais elles existent sur des textes importants. Elles existent sur, évidemment, la loi en faveur du mariage pour tous, elles ont existé sur les lois de protection des consommateurs ou les lois en faveur de l'économie sociale, mais la question, c'est aujourd'hui, est-ce que nous sommes en capacité, sur les questions économiques et sociales, qui nous ont amenés les uns et les autres à prendre nos distances à des moments différents par rapport à des choix politiques effectués au niveau européen et au niveau national en faveur de l'austérité ou de la rigueur budgétaire, est-ce que sur ces questions-là, nous sommes en capacité, dans les 2 ans qui restent, de pouvoir infléchir le cours du quinquennat de façon à ce que la gauche soit utile aux Français sur ces questions-là. Elle l'est déjà, hein, la gauche utile aux Français sur les questions d'éducation, elle peut l'être sur les questions de santé, elle l'est sur des sujets importants, mais sur les questions Il y a quand même économiques et deux sociales, gauches aujourd'hui, Benoît. elle Hamon. doit l'être davantage. Il y a Moi, deux je- gauches. Et aujourd'hui, plus qu'il y a 6 Moi, je mois. pense s'il y a 2 gauches, si en tout cas on part de ce principe-là, il y a beaucoup de gauches, il y a beaucoup de sensibilité à gauche. Mais il y aurait 2 gauches qui perdent. Une gauche qui se résigne aux contraintes et finalement, au bout du compte, abandonne ses valeurs et finalement abandonne et ses valeurs et ses électeurs. Ça, pour Mais il y a vous, une c'est autre... Emmanuel Valls et François Hollande. Non, je vais aller au bout. Et il y a une autre gauche qui perdrait. C'est celle qui consiste à dire, finalement, socialiste et droite, c'est pareil, c'est indifférent et ça ne change rien. Ça n'est pas vrai, ça non plus. Et moi, je crois, aujourd'hui, en tout cas ma conviction, ce à quoi je veux être utile, c'est faire en sorte que nous soyons en capacité de surmonter nos désaccords à gauche et de rassembler celles-ci. Sinon, nous aurons servi de facto à ce que le face-à-face qui aura lieu en 2017 oppose le candidat de la droite et la candidate de l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon, Non, mais à moi, la je- main que vous oui, tendez, je- il vous tend une autre main, J'ai Benoît Hamon. entendu ce que vient de dire Benoît Hamon, je respecte ce qu'il dit, mais je veux que ça soit clair. Je ne suis pas d'accord. Nous ne ferons pas ça. Il n'est pas question que je me rassemble avec Valls et Hollande. Je le dis clairement, nettement, non. Je ne me rassemblerai pas, ni aucun de mes amis. Il faut une autre politique et d'autres personnes. Le mouvement socialiste, à mes yeux, ce n'est pas à la droite. C'est
Valls-Hollande, que je connais, donc je sais quelles sont les prémices, mais c'est aussi vous. C'est Henri Emmanuelli, c'est d'autres de camarades avec lesquels j'ai milité. Il existe un mouvement socialiste authentique. Mais c'est à vous de prendre vos responsabilités. Et vous pouvez commencer tout de suite. Je vous dis d'ailleurs ça. Moi, je ne me laisserai pas entraîner comme ça par des musiques amitieuses. Il va y avoir la loi Macron. La loi Macron massacre le droit des gens à vivre en paix, et notamment à ne pas travailler le dimanche et à ce que le travail de nuit ne soit pas une obligation. Le jour où la loi Macron passe, vous avez un ticket d'entrée, Benoît Hamon, que vous devez acquitter pour qu'on se dise, on peut se parler. On n'est pas d'accord, mais on peut se parler. Alors on peut lui poser la question à Benoît Hamon. Vous la voterez, la loi Macron, Benoît Hamon? Écoutez, la loi Pas Macron, seulement s'abstenir, voter contre, l'empêcher. Non, mais moi, je sais ce qu'il pourrait y avoir dans la loi Macron, on verra ce qu'il y a à la fin. Ce sur quoi, moi, je me suis déjà exprimé, puis il y a ceci déjà pas mal de temps, c'est que moi, je m'opposerais à la généralisation du travail le dimanche. Pourquoi? D'abord parce que je considère que dans ce pays, on doit avoir une journée où, par principe, on ne se consacre pas à la production, au travail et à la consommation. Alors je sais qu'il y a des exceptions, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, la police et dans un certain nombre de commerces, le commerce de bouche, etc. Mais si le modèle qui est le nôtre, le choix que nous faisons, c'est de dire qu'on va généraliser le travail le dimanche pour quelques gains d'emploi qui sont parfaitement Là, discutables. il est question de passer de 5 dimanches à 12. Voilà. 12. 12. Et un principe, Ça, vous ne le votez vous pas. m'accorderez une règle qui veut que, aujourd'hui, il y a des compensations pour les salariés. Ces compensations, elles sont liées à quoi? Au fait que le travail le dimanche est extraordinaire. Plus vous généraliserez le travail le dimanche, moins ces compensations seront importantes et moins, de facto, ceux qui aujourd'hui travaillent le dimanche et en tirent un bénéfice, continueront à en tirer un bénéfice. Donc en l'état, Mais- vous ne la votez pas, cette loi? Si on passe à 12 dimanches. En l'état, en tout cas, bon, on parle que de cela, hein. J'attends de voir ce qu'il y a dans le reste du texte, mais je ne suis pas favorable, moi, à ce qu'on remette en cause les seuils sociaux. Je ne suis pas favorable à la généralisation du travail le dimanche, mais pour des raisons simples. C'est que si aujourd'hui notre politique, elle consiste parce que, on en parlera tout à l'heure sur les questions économiques, parce que nous ne pouvons pas faire autre chose que de faire de la dévaluation sociale, c'est-à-dire à baisser le niveau des droits en France pour être plus compétitif, c'est-à-dire rendre plus vulnérables des Français qui sont salariés. Si c'est ça notre projet politique pour c'est ça. Non, mais c'est pas ça, justement. c'est ce que vous C'est faites. pas le projet du Parti Socialiste. Et en conséquence de quoi, moi je prendrai mes distances avec ces propositions si elles sont formulées ainsi. Cécile Duflot, un dernier mot et puis on avance. Oui, ben justement, c'est plus qu'un mot parce que vous avez posé la question au début de votre émission en disant est-ce qu'il y a une politique alternative? Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. Si on fait l'analyse de ce qui s'est passé, Jean-Luc Mélenchon et sa formation politique ont fait le pari inverse de nous, les écologistes. Nous avons décidé de passer un accord, de participer aux responsabilités. Je peux le dire, j'ai écrit un livre pour le raconter et le bilan que nous en tirons, et nous sommes comme tout un tas de gens qui ont voté pour François Hollande, est un pari perdu, puisque la déception est réelle sur les engagements qui ont été pris et la politique qui a été menée. Ensuite, si justement la question est uniquement un périmètre de quel morceau du Parti Socialiste, est-ce que c'est le parti de gauche, machin, je pense qu'on n'y arrivera pas. Pour une raison simple, c'est que cette gymnastique-là, elle fatigue tout le monde. Et puisque Jean-Luc a parlé en son nom personnel, je vais parler en mon nom personnel. J'ai été chef de parti, mais je pense que toutes ces histoires de coalition politique au sommet, c'est terminé. Oui. Ça fonctionne si les gens en ont envie, si les militants en ont envie, et aussi si les citoyens qui sont déçus de la politique, déçus du fonctionnement des partis, déçus de la politique qui est menée au niveau national, qui n'est pas conforme aux engagements, ont envie de se réinvestir. Et donc pour moi, le sujet essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire, et je le dis en tant qu'écologiste, qu'est-ce qu'on doit faire ensemble. Je remercie Jean-Luc d'avoir dit que les écologistes le disent depuis longtemps et que la crise climatique est une réalité. Donc aujourd'hui, l'enjeu il est très simple. En vrai, c'est pas la loi Macron. Parce que la loi Macron, c'est pas du tout une loi de modernisation, c'est une loi de régression sociale. Donc c'est très fastoche de supprimer des acquis sociaux. Enfin, et c'est sans intérêt parce que ça résoudra pas le problème. Les deux problèmes auxquels on doit faire face, c'est 1, la crise climatique, 2, l'aggravation des inégalités. Et Bien. c'est pas un problème français, c'est un problème européen. Donc le vrai sujet, c'est est-ce qu'on se met d'accord tous au niveau français, mais aussi au niveau européen, parce qu'il faudra remettre en cause la politique portée au niveau européen pour un vrai plan de relance écologique. Alors. Est-ce qu'on se met d'accord pour un plan d'urgence pour les territoires? Parce que ce qui fait prospérer la haine, et ce qui fait qu'il y a un vote pour les extrêmes, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, c'est le sentiment d'inégalité. Je le dis en tant qu'ancienne ministre de l'égalité des territoires, il y a des gens dans notre pays qui se sentent relégués, qui se sentent maltraités. Et nous devons avoir un plan d'urgence pour Donc les le territoires. projet Donc avant les alliances. travaillons sur le fond. Et ça veut dire des choses concrètement. Ça veut dire qu'on investit sur les transports en commun, sur les réseaux secondaires ferrés. Ça veut dire... Eh ben on y va Mais sur le fond. Exactement. Mais si on travaille sur cette question, on verra bien que là, le débat, c'est pas une gauche ou l'autre gauche. Je le dis franchement. Le débat, c'est la
transition écologique, elle est nécessaire, elle est indispensable. Et elle pourra mobiliser très largement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont évolué sur ce sujet. On va les évoquer, ces sujets. Quelle autre politique possible est souhaitable? Je précise que notre cellule de vérification sera en place tout au long de cette soirée autour d'Arnaud Boutet. On entre dans le vif du sujet. On accueille Nathalie Saint-Cric et François Langlais. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir David. François, c'est vous qui commencez avec, pour plus de clarté, des questions à chacun pour bien cerner les propositions. Ça n'empêche pas les autres de réagir, mais disons avec modération. 10 minutes chacun. François, c'est à vous. Vous souhaitiez commencer, je crois, avec Cécile Duflot. Bonsoir Madame Duflot. Bonsoir. Je vais résumer à grands traits vos options économiques justement pour introduire la première question. Bon, vous avez bien sûr participé au gouvernement de Jean-Marc Ayrault, vous l'avez rappelé, mais vous êtes prononcé à plusieurs reprises contre la rigueur budgétaire. Vous avez d'ailleurs demandé à plusieurs reprises une inflexion de cette politique. Vous militez pour l'investissement public dans le domaine des infrastructures. Au cœur de votre projet économique, il y a la transition énergétique, c'est-à-dire le fait de passer des énergies fossiles, le pétrole notamment, aux énergies dites renouvelables et puis la sortie du nucléaire. Dans ce cadre, vous accordez une importance particulière à la politique des transports et du logement. Personne ne doute de l'intérêt, au fond, et même de la nécessité de respecter l'environnement dans le cadre économique, dans le cadre de la société. La question qui se pose pour autant, est-ce qu'il y a de quoi, avec cela, faire tourner la 5e économie mondiale, la France, et occuper 5 millions de chômeurs ou d'actifs sous-employés, les 5 millions que compte notre pays aujourd'hui? Alors la réponse est évidemment oui. Et je vous remercie parce que quand vous avez dit je vais définir votre projet économique, je me suis dit waouh. Et je peux dire que je ne retire rien à ce que vous venez de dire. Vous me flattez. Voilà, non, mais parce que c'est rare, donc je le dis, pour la bonne et simple raison que ce que disent les écologistes, c'est que justement il faut investir. C'est exactement ce que j'ai indiqué et c'est Nicolas Stern qui l'a très bien démontré en montrant le prix de l'inaction par rapport au prix de l'action en faveur de la transition écologique. Et c'est un modèle prospère et intense en emploi. C'est justement la réponse à votre question. Quand on produit le même kilowattheure avec des énergies renouvelables, c'est 2,7 fois plus d'emplois qu'avec le nucléaire, par exemple. Donc, il y a des arbitrages à faire sur le développement d'activités qui sont des activités qui sont beaucoup plus riches d'emplois. Je continue sur l'industrie. Vous me posez la question, est-ce que ça va occuper les actifs? Oui. Bien sûr que oui, parce qu'il y a... Les actifs, plutôt les inactifs. Oui, est-ce qu'il y aura assez est-ce qu'on va fournir du travail? Oui, pour une raison simple. Pour être un peu schématique, nous avons aujourd'hui une ressource abondante qui est sous-utilisée, c'est le travail, et une ressource rare, surutilisée, les ressources naturelles. Donc nous devons aller vers un changement de modèle. Et ce qui m'intéresse, et je pense que le débat est en train de mûrir, c'est justement qu'on entend que face au défi du dérèglement climatique, on ne doit pas seulement se dire comment on va essayer de remonter des digues au bord de la mer, parce que ça on n'y arrivera pas, comment on arrive à penser un modèle de développement économique qui va nous permettre à la fois de lutter contre le gaspillage, parce que c'est ça au final les causes du dérèglement climatique. Est-ce que vous avez un pays modèle? Est-ce qu'il y a un pays qui applique les idées que vous voudriez appliquer en France? Alors, il n'y a pas de secret, il n'y a pas encore de pays dirigés par les écologistes. Mais il y a notamment certains lands en Allemagne où les choses ont bougé, notamment sur la transition énergétique. Il y a des pays comme le Danemark qui ont développé et investi de façon massive dans les énergies renouvelables. Il y a des choses qui sont bien. Je peux vous dire que le projet de loi qui a été voté, la loi sur l'agroécologie, qui vise à favoriser d'autres manières de cultiver pour remettre de l'emploi dans le secteur agricole, c'est une bonne loi qui va dans le bon sens parce qu'il y a de l'emploi et de la qualité de vie à créer dans l'agriculture. On a l'impression que ça peut représenter peut-être des centaines de milliers d'emplois. Est-ce que ça peut représenter des millions d'emplois? Oui, parce que c'est un modèle intense. Quand on travaille sur la relocalisation de l'économie, je vous donne un exemple très concret, la taxe poids lourd. On l'a souvent mis comme un débat sur les conséquences financières. Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe, notamment en Bretagne? On élève des porcs dans un système d'ailleurs où on a poussé les éleveurs à être surendettés parce qu'il fallait qu'ils aient des exploitations toujours plus grosses, toujours plus grosses. Aujourd'hui, on sait que de petites exploitations à l'herbe, non intensives, arrivent à mieux s'équilibrer économiquement parce que ce sont aussi des produits de meilleure qualité. Attendez, je termine. Oui. Mais que ces porcs sont transportés dans des camions jusqu'à l'autre bout de l'Europe pour être abattus dans des abattoirs de l'autre côté de l'Europe avant de revenir, ça n'est pas une bonne solution. Si on fait en sorte que le transport soit payé à son vrai prix social et environnemental, on sait très bien la contribution du transport routier à la fois au dérèglement climatique, mais aussi à la santé. Les conséquences des particules fines sur la santé sont connues. Eh bien, on retrouve de l'emploi dans les abattoirs en France. Et tous les sujets vont comme ça, Monsieur Pujadas. Justement, j'ai un exemple à vous soumettre. Vous avez voté, il n'y a pas longtemps, c'était le 11 octobre,
une loi pour interdire l'utilisation de la vaisselle jetable en plastique. Hein, c'était il y a quelques semaines. Donc, en recommandant qu'on utilise de la vaisselle en bois. Le paradoxe, c'est que celle-ci, d'abord, elle est peu chère, hein, ça coûte 2,34 €, c'est peu. Elle est faite en France. Il y a derrière des centaines d'emplois. Celle-là, elle est 2 fois plus chère, 5,10 €. Elle est faite pour la plupart en Asie. Elle arrive, elle traverse 10 000 km avec un bilan carbone détestable. Oui. Au fond, est-ce que la politique des bonnes intentions ne s'avère pas, lorsqu'on n'anticipe pas les choses, avec des effets pervers regrettables? Exactement avec vos petites cuillères. Effectivement, ces cuillères-là, peut-être qu'elles sont en bambou, je ne sais pas, ou si c'est des fourchettes, mais elles pourraient très bien être en peuplier. Le peuplier, c'est une production traditionnelle du nord de la France qu'on sous-utilise aujourd'hui. Les industriels qui fabriquent ça, des centaines d'emplois, n'ont pas été consultés. Est-ce que ça ne serait pas plus simple de travailler avec eux? Mais bien sûr. Alors là, s'il y a une chose qui est certaine, et je peux vous dire que ça, c'est une des leçons que je tire de mon expérience ministérielle, c'est que les entreprises sont plus en avance. Et d'ailleurs, la disposition... De mémoire, je ne pourrais pas vous dire la date, mais on est en 2020, on n'est pas du tout demain. Par ailleurs, le pétrole qui se trouve dans les fourchettes que vous avez sous votre main, c'est une ressource très rare. C'est une ressource qui va disparaître et on peut l'utiliser à bien meilleur escient. Faire du plastique pour faire des prothèses qui permettent à des gens de remarcher, c'est plus utile que faire des cuillères qu'on jetait. Attendez. Précisément pour des raisons sociales, en disant c'est moins cher. Non, c'est faux. Si, c'est ce qu'elle a dit. Oui, mais attendez, je vais terminer. Vous l'avez voté terminer. contre l'avis du gouvernement? Non, elle a donné un avis de sagesse après justement un débat sur le sujet. Mais je termine. Ensuite, ces cuillères en plastique finissent dans des incinérateurs. Donc avec un bilan énergétique qui est désastreux. Bien sûr qu'il faut travailler avec les industriels, mais la ressource pour fabriquer des couverts en bois, elle existe en France. On pourrait avoir une filière intégrée. C'est la même. Non. Je ne peux pas vous permettre de dire ça, parce que tout ce qui est au cœur de ce débat, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire, quand vous parliez d'autres modèles... C'est tout à fait respectable, bien sûr. Non, c'est pas respectable. Ça se pense, ça se travaille, c'est du long terme. Monsieur Langlais, ça n'est pas respectable, c'est l'avenir. L'avenir, c'est de fabriquer des bioplastiques avec des algues qu'on pourra élever dans des fermes marines. L'avenir, c'est justement de se poser la question, d'utiliser le génie humain à ne pas maintenir un système qui ne fonctionne plus. Mais alors, ça se fait avec les entreprises, et je vais même vous dire, ça se fait plus aujourd'hui avec les entreprises qu'avec la tête de l'État. C'est bien mon problème avec la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement. C'est qu'il n'y a pas d'acte en matière de transition écologique. La loi que nous avons votée va dans le bon sens. Mais elle doit avoir des conséquences. Quand le budget de l'écologie continue à baisser, quand on a arrêté la taxe poids lourd, on ne peut pas dire qu'on se donne les moyens de parlant de budget, vous souhaitiez parler des prélèvements. Justement de fiscalité, j'entendais l'autre jour l'autre écologiste, qui n'est pas forcément proche de vous, c'est Nicolas Hulot, qui disait fiscalité écologique, très bien, il faut que ça se fasse à prélèvement constant. Il a parfaitement raison. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parfaitement raison. Quand je vous dis qu'il faut faire évoluer la fiscalité, c'est qu'il faut notamment, puisque le débat a porté sur la fiscalité sur le travail, et moi je ne suis pas hostile à l'idée qu'il faille baisser la fiscalité sur le travail, au contraire, il faut la faire glisser du travail vers les énergies renouvelables, favoriser l'emploi au défi, à la place du gaspillage des ressources naturelles. C'est exactement... alors, vous pouvez dire qu'il n'est pas très proche de moi, mais moi, je me sens très proche de Nicolas Hulot. Je partage absolument tout ce qu'il dit sur le projet, et je veux vous redire, bien sûr que ça se fait avec les entreprises. Et pourquoi ça se fait avec les entreprises? Parce que sur la capacité de fabriquer les machines qui fabriqueront les couverts de demain, sur toutes les entreprises qui inventent des techniques pour construire de manière écologique, déconstruire, utiliser les matériaux de déconstruction, déposer des brevets en France, c'est évidemment elles qui sont au cœur de l'innovation. Et on ne soutient pas assez d'ailleurs l'innovation dans les PME en matière d'éco-matériaux, en matière d'éco-production, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui travaillent dans les industries traditionnelles, je pense aux forges. Nous avions visité avec le Premier ministre des forges qui exportent largement à l'international, dont un des enjeux, au-delà de la qualité des matériaux produits, c'est bien les économies d'énergie, puisque ce sont des électro-intensifs, et c'est de faire en sorte que toutes ces industries arrivent à consommer moins d'électricité pour le même résultat. Bien. Et donc tout cet enjeu-là, c'est un enjeu qui met la société en mouvement et qui nous permettra d'avoir une société européenne prospère. Je termine juste. Il y avait une question à vous poser aussi. On a fait la révolution agraire, on a fait la révolution industrielle. L'enjeu de ce début du XXIe siècle, c'est la révolution écologique. Et c'est un enjeu qui est un enjeu positif. Il ne faut juste pas s'engluer dans les méthodes et les solutions du XXe siècle. Alors, vous avez dit tout à l'heure vouloir redonner l'espoir aux gens, redonner un souffle à la gauche. Alors, je voulais simplement vous dire... Tout ça, moi. Oui, c'est bien, vous allez l'expliquer tout à l'heure. Hein. Est-ce que finalement, Cécile Dufay, on ne peut pas se dire qu'il y a un certain nombre de personnes en grande difficulté, au chômage, ou très pauvres, qui considèrent finalement que l'écologie, ça serait un petit peu du luxe, que le diesel, ça pollue, mais que le diesel, c'est moins cher, et
et que le bio c'est cher et que c'est pas abordable. Est-ce que c'est pas un peu un luxe pour les riches? Ça, c'est une vieille question, Madame Sinclair. Ah, oui, Vraiment. Madame Duflot, je suis pas très Vous jeune. savez non plus. pourquoi Parce que c'est ceux qui sont les moins favorisés, qui sont les plus victimes des maladies de Mélenchon, il est l'environnement. sensible à cette question. C'est ceux qui mangent de la malbouffe, qui développent des maladies, c'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, de dire l'écologie c'est un luxe, non. Ceux qui aujourd'hui vivent les premières conséquences, même si on n'en est évidemment pas sûr scientifiquement, du dérèglement climatique, c'est-à-dire des phénomènes météorologiques accentués, plus fréquents et plus violents, comme les inondations. Ce n'est pas une cause évidente, mais on sait bien que les météorologues disent que la principale conséquence du dérèglement climatique, ce sera ça. C'est pas les plus riches. Mais si je vous posais cette question, c'est que Jean-Luc Mélenchon est sensible à cet argument qui est que, de prime abord, quand on est dans une situation très difficile socialement, on ne se dit pas que c'est forcément les couverts en plastique qui vont régler la solution. Pardon, moi, François. je vais m'expliquer tout à l'heure, je pense. Mais je vais vous dire une chose. Ce qui est un luxe, c'est le mode de production actuel. C'est un luxe insensé, un gaspillage inouï. Nous allons à la pénurie de toutes sortes de matières premières et on fait comme si le problème ne se poserait pas. Donc elle a raison. Elle a fondamentalement raison. Il faut tourner la page du modèle de civilisation. Il vous a mangé quelques secondes. Mais ce à quoi faisait allusion Nathalie, c'est effectivement une citation que vous faisiez, Jean-Luc Mélenchon, parlant d'une écologie culpabilisatrice, moralisante, ne tenant pas toujours compte du fait que pour les plus modestes, la plupart des consommations incriminées sont contraintes. Mais c'est ce que vous disiez. Pour le gasoil, pendant je ne sais pas combien de temps, on a dit pardon pour le diesel, on leur a dit achetez ça, on va vous alléger la charge. Les gens, ils ne mettent pas du diesel parce que ça leur plaît de rouler au diesel, c'est que c'était moins cher. Et maintenant, on leur dit ah, vous êtes des criminels, pauvres gens. Mais on n'a jamais dit pour autant qu'il fallait continuer au diesel, c'est de la folie. C'est les gosses qui sont dans la bagnole, qui sont malades du diesel. Donc, il faut en sortir. Juste une chose, les plus modestes, c'est ceux qui sont les principales victimes aujourd'hui d'une situation qui est désastreuse. 13% de la population française qui est en précarité énergétique. Essentiellement d'ailleurs, majoritairement des personnes âgées qui n'arrivent plus à se chauffer l'hiver, avec des conséquences sur leur santé. Si on agit en faveur de l'écologie, on fait coûter la vie moins chère. C'est-à-dire qu'on fait baisser la facture d'énergie, qu'on fait baisser le logement et qu'on crée des centaines et des centaines de milliers d'emplois dans la rénovation énergétique. Si vous voulez, si on arrive simplement à se projeter dans un autre modèle et à pas croire justement que aujourd'hui, évidemment que le bio, si on va dans les quelques magasins qui vendent du bio, même si les choses se généralisent, c'est plus cher. Mais si on en fabrique et on en produit pour toutes les cantines de France, comme c'est le cas dans beaucoup de collectivités de plus en plus, eh ben les choses évoluent. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre la société en mouvement, qu'il faut faire de la politique et qu'il faut passer aux actes et pas en rester au discours sur l'écologie. Benoît Hamon, à votre tour. François, c'est à vous. Bonsoir, Monsieur Hamon. 10 minutes. Là encore, quelques traits rapides de vos options économiques. Vous aussi, vous êtes un opposant à la rigueur budgétaire telle qu'elle est pratiquée en Europe. Vous êtes même partisan d'utiliser la dépense publique, celle de l'État, pour soutenir le pouvoir d'achat et l'activité. Vous êtes également en faveur d'une forte intervention de l'État dans l'économie. Vous préconisez, par exemple, de constituer un pôle bancaire public pour irriguer le tissu productif. Et vous étiez enfin contre la réforme des retraites. On va d'abord parler relance, justement. Je vous ai préparé quelques chiffres, c'est une tradition de l'émission, pour comparer les niveaux de dépenses publiques et la croissance. Alors, j'ai pris l'OCDE, la zone OCDE, j'ai pris les 3 pays de l'OCDE qui ont le plus de dépenses publiques et regardez leur croissance. Donc, c'est la Finlande, la France et le Danemark. Croissance 2014 qui est assez faible. On aurait pu prendre 2013, 2014, c'était les mêmes chiffres, c'est entre 0 et 1% pour des pays qui ont beaucoup de dépenses publiques. Puis à l'inverse, j'ai pris le bas du tableau, c'est-à-dire les pays qui ont le moins de dépenses publiques, à l'exception de la Corée. La Suisse, l'Australie, les États-Unis, qui eux ont des croissances sensiblement plus fortes. Je n'en tire pas du tout pour conclusion qu'il faut baisser la dépense publique pour avoir de la croissance. Ça serait ridicule. Mais la conclusion qui s'impose, à mon sens, quand on regarde ces chiffres sans a priori, c'est qu'il n'y a pas de lien entre dépenses publiques et croissance. Autrement dit, que la relance que vous préconisez, est-ce que ça n'est pas un outil du passé, à l'époque où les économies étaient relativement fermées et qui aujourd'hui a perdu son efficacité ? Je ne le crois pas. Et je pense que là, à travers cette démonstration-là, vous ressassez quelques-uns des dogmes qui expliquent aujourd'hui que notre politique économique soit en échec et que nous ayons autant de chômeurs. Si, pardon de le dire, si cette politique d'austérité, de rigueur, de réduction de la dépense publique... Je ne la défends pas du tout. Non mais je ne parle pas à vous, mais si elle avait eu des résultats heureux, il aurait été logique... Il n'y a pas tellement de débat là-dessus, monsieur Mais Hamon, moi, je vous réponds cela. Et si on constate que cette politique-là, aujourd'hui, met l'Europe et la France dans une situation au bord du gouffre, quasi en déflation, pour ne pas dire en déflation, eh bien, il est bien fondé, au moins, de se poser la question de quelle manière on change de politique.
je pose cela. Pourquoi ? Parce que on a un peu le sentiment aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de débats interdits. Débats interdits qui voudraient que sur cette question aujourd'hui de la dette, des déficits, de la relance par la dépense publique, on considère que de facto les choses sont réglées et ont été tranchées par l'histoire. Ça n'est pas vrai. D'abord parce qu'un État, ça n'est pas une famille. Cette comparaison absurde qui veuille qu'on compare le budget d'un État et le budget d'une famille, il faut arrêter avec cela. Pourquoi ? Est-ce que vous avez des exemples de relance réussie dans l'histoire du pays ? Je voudrais répondre sur la France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on sort la France. Et pourquoi je préconise cela ? Je préconise cela, mais dans un contexte où je considère aujourd'hui que dans la zone euro, nous ne disposons plus, hélas, de la souveraineté nécessaire pour pouvoir mener une politique économique cohérente qui s'appuie sur une politique militaire, une politique budgétaire, donc une politique fiscale. Donc il faut sortir de l'euro. On n'en est pas là aujourd'hui. Ce que je dis, c'est que ce qui est incontestable, c'est que dans les économies européennes, si on avait voulu que l'euro soit une protection efficace en cas de crise, si on avait voulu que l'euro nous serve à sortir de la crise, il aurait fallu que les économies européennes convergent. Or, des économies européennes, certaines ont besoin... ne veulent pas de relance. Disons-le clairement, c'est ça qui est en cours. D'autant, mais on reviendra sur les Allemands si vous le voulez à la fin. Mais certains ont besoin de dévaluer, certains ont besoin de creuser leur déficit, certains pourraient avoir besoin de répudier leur dette, certains pourraient avoir besoin de faire de l'inflation, mais tout ceci, aujourd'hui, n'est absolument pas possible. Résultat, pour ceux qui, par exemple, auraient pu utiliser l'arme de la dévaluation monétaire pour retrouver de la compétitivité, comme ils ne le font pas, la seule manière de retrouver de la compétitivité, c'est la dévaluation sociale, donc la baisse des salaires, la baisse du coût du travail, etc. Mais dont acte que nous sommes là, aujourd'hui, et que ce sont des choix dont je regrette que nous ayons décidé de retenir les orientations et de mettre en œuvre en France. Je dis ça pourquoi ? Parce que moi, quand je postule qu'il faut une relance de la dépense publique, je considère, oui, que la dette de l'État français, c'est une dette qui peut parfaitement être creusée dès lors qu'elle permet la relance de l'économie. Quelle est la différence ? Je reviens à ma différence entre un État... Monsieur Hamon, ma question c'est, est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça marche ? Quels éléments avez-vous ? Quels éléments ? Je vais vous dire, aujourd'hui, la baisse des concours aux collectivités locales va amener à ce qu'on baisse les investissements dans le bâtiment. Sans doute. Quand le bâtiment va, tout va, comme on dit. Et augmenter, il y a une vous ne me différence. laissez pas répondre sur des exemples concrets. Ce que je vous dis, c'est que l'impact d'une mesure de réduction de la dépense publique, ça a un effet récessif. Ça vient, puisque vous êtes documenté, ça va même d'être démontré à nouveau par l'OCDE, qui montre aujourd'hui qu'en période de crise, cette baisse de la dépense publique va avoir un impact sur la croissance, qui va nous amener donc à devoir constater qu'il y a un peu plus de chômeurs, toujours pas de recettes fiscales, et qu'on se poursuive dans ce cercle vicieux qui veut que, quand un État, à la différence d'un ménage, réduit sa dépense, ça a un impact sur son revenu. Quand vous êtes une famille et que vous réduisez votre dépense, ça ne change rien à votre salaire. Par contre, vous, État, quand vous baissez votre dépense, je suis d'accord avec vous là-dessus. Ça fait baiscer vos recettes fiscales. Résultat, aujourd'hui, nous constatons que cette politique économique n'a pas de résultat. Qu'est-ce qu'on fait ? Rationnellement, ce qu'il faudrait, pragmatiquement, c'est considérer qu'aujourd'hui, il est indispensable qu'on ait une politique, nous, d'investissement, les Allemands d'augmentation de leur salaire. Intéressant le rapport Pisani-Ferry. Ils demandent aux Français de baisser leur salaire et pas aux Allemands d'augmenter les leurs. Alors que la logique serait aujourd'hui, vu les gains de compétitivité qui ont été enregistrés par l'économie allemande, c'est que les Allemands aujourd'hui augmentent leur salaire. Eh bien moi je considère que sur cette question de l'euro, on doit soit se donner les moyens, mais c'est un débat qu'on a depuis 10 ans, et qui n'a guère avancé aujourd'hui. Que la Banque Centrale Européenne soit en capacité de racheter directement de la dette publique des États, alors elle a distribué des liquidités, c'est bien, elle a réussi à fluidifier les marchés, mais elle ne remplit pas son rôle de ce point de vue-là, et également sortir de cette prison, pardon de le dire. Est-ce que la montée du Front National est étranger à la perte de souveraineté économique de nos États ? Souveraineté d'ailleurs, au passage. C'est pas la souveraineté ou le désir de souveraineté, c'est pas le nationalisme. La souveraineté, c'est la démocratie. C'est la capacité à délibérer de questions économiques. Aujourd'hui, en Europe, vous pouvez changer de gouvernement, vous ne changez pas de politique. Vous ne changez pas de politique économique. La politique budgétaire
est la même. Eh bien, vous décrivez l'existant, mais je décris, mais c'est bien pour ça que pas seulement, ce que nous demandons, ce que je demande... Comment peut-on convaincre les Allemands, finalement? On n'arrive pas à ça. Indépendamment des Allemands, mais les Allemands, ils viendront à la fin, pardon. Mais choisissons une politique et comment vous dire? On peut aussi les contraindre, dit Jean-Luc Mélenchon. C'est une discussion. Dans une discussion avec des amis, vous parlez, non? C'est pas, il y en a un qui a raison, l'autre qui la ferme. On va pas faire la politique des vieux rentiers allemands alors qu'on est un peuple jeune. Sur la mécanique de la relance, je vais vous citer quelqu'un qui dit « On ne peut plus dire comme au XXe siècle, on va distribuer du pouvoir d'achat qui va relancer la consommation, qui va remettre en route la mécanique. » C'est Jean-Luc Mélenchon, dans une interview à l'Obs, tout récent, qui dit finalement, au fond, le bon sens. C'est-à-dire que c'est plus si facile d'actionner ces mécanismes. Mais c'est pour ça, M. Langlais, que j'ai élargi le débat en disant que moi je ne considère pas que la potion magique, ce soit de creuser le déficit d'1% du PIB en plus. Je considère que si nous voulons avoir une politique qui est une politique qui ramène un peu de croissance et surtout recréer de l'emploi, il faudra, permettre aux entreprises d'investir, mais ce qui est intéressant, ce sera d'évaluer quel a été l'impact du CICE sur l'investissement. Et il faudra poser la question aujourd'hui de savoir si le crédit impôt compétitivité emploi a permis véritablement les investissements que l'on attendait de l'économie et des entreprises françaises et pas simplement d'augmenter la part distribuée sous forme de dividendes. Ce sera une question qu'il faudra regarder. Puisque là encore, puisqu'on se compare à l'Allemagne, comparons-nous. Quelle a été la différence entre les entreprises françaises et les entreprises allemandes sur les 10 dernières années? Alors que les marges des entreprises françaises se réduisaient, c'est une réalité. Et les chefs d'entreprise avaient raison de le pointer. Mais en dépit du fait que ces marges se réduisaient, on augmentait la distribution de dividendes en France. Oui, non mais pas que. Mais évidemment, je n'ignore pas qu'il y a des petites, des moyennes. Mais je compare. Oui, mais c'est je compare. Et que se passait-il? Mais Monsieur Langlais, allons au bout du raisonnement. Que se passait-il en Allemagne alors que les marges des entreprises augmentaient? Elles augmentaient leurs investissements et réduisaient la part en distribuant en dividendes. Il y a en Allemagne, indiscutablement, une préférence pour l'investissement au détriment des dividendes. Eh bien, je considère que cette question-là, sur la façon dont aujourd'hui les marges sont orientées vers l'investissement ou pas, qui peut reposer d'ailleurs sur la fiscalité, et notamment la modulation de l'impôt sur le bénéfice des sociétés selon que les bénéfices sont réinvestis ou pas, eh bien, ce sont des questions qui méritent d'être posées. Et tout à l'heure, on en parlera peut-être avec un patron, un petit patron, qui sera avec nous dans quelques instants. Nathalie, il reste 20 secondes, mais vous avez une question. Merci. Une question très simple. À vous entendre, on a l'impression quand même que vous avez vécu un calvaire pendant les 2 ans et demi de votre participation au gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a pris en traître? On vous a trompé? Ou alors vous mourriez d'envie de partir beaucoup plus tôt? Tout à l'heure, en parlant du CICE et du bilan, M. Mélenchon faisait ça, Mme Duflot faisait ça. Vous considérez que tout ce qui a été fait, si j'ose dire, c'est une grosse erreur? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez fait en restant aussi longtemps? Mais attendez, la politique d'un gouvernement, ça ne se résume fort heureusement pas à une politique économique. D'ailleurs, moi, ce qui est un reproche que je nous adresse à tous, c'est qu'aujourd'hui, le discours politique, c'est une forme d'économisme qui oublie tout le reste. Moi, je considère, mais attendez, moi, je considère, et c'est ce qui peut-être me différenciera de mes deux voisins, que dans le domaine des politiques éducatives, avec la loi sur la refondation de l'école, dans le domaine des politiques agricoles, dans le domaine des politiques de justice, dans le domaine des politiques de protection des consommateurs, dans le domaine de la santé, du logement avec la loi Allure, le seul problème, c'était la politique qu'elle a été un peu remise en cause. Mais oui, mais c'est pas rien. Et moi, oui, mais c'est pas rien. Et à un moment, j'ai constaté que ce débat-là n'était plus possible à l'intérieur du gouvernement. On vous a aidé à le constater aussi, si j'ai bien compris votre départ et celui du monde. Oui, c'est-à-dire que la volonté de Manuel Valls que vous partiez, elle était quand même assez vive. Mais en tout cas, j'en ai tiré les conséquences. Et moi, je ne me résigne pas à cette politique-là, parce que je pense que, hélas, elle nous mène tout droit à un échec retentissant, si nous la poursuivons. C'est pour ça que je veux la changer dans les 2 ans et demi qui viennent, si nous la poursuivons jusqu'en 2017. À votre tour, Jean-Luc Mélenchon. François, 10 minutes pour Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir, Monsieur Mélenchon. Bonsoir, Monsieur Langlais. Quelle autre politique possible? Votre projet économique se situe en rupture avec le capitalisme et l'économie de marché, et tout autant avec la mondialisation telle qu'on la connaît. Pour vous, la puissance publique doit être l'acteur central de la vie économique, avec ce que vous appelez la planification écologique. Vous visez, je vous cite encore, une juste répartition des richesses avec une fiscalité forte sur les hauts revenus, puisqu'elle irait jusqu'à 100% pour les revenus supérieurs à 300 000 euros. Enfin, vous considérez qu'une partie au moins de la dette publique n'est pas légitime et qu'il faut donc s'en débarrasser. Si vous étiez au pouvoir, avant même de transformer la société et l'économie telle que vous ambitionnez de le faire, quelle serait votre première mesure en faveur des 3 millions de chômeurs, 3,5 millions de chômeurs que nous avons
dans le pays? Alors d'abord, il faut dire une première chose. L'économie s'étend tout. À court terme, Et vous arrivez au oui, pouvoir, j'ai compris, ne vous inquiétez pas, j'arrive à comprendre ce qu'on me dit. C'est en tout. Et le facteur numéro 1, c'est le facteur humain. Dans le facteur humain, il y a la masse des Français qui doit reprendre le contrôle de la règle du jeu. Tout à l'heure, Benoît Hamon a dit, maintenant on change de gouvernement, on ne change pas de politique. C'est quand même un grand problème. La souveraineté, c'est la base de la démocratie. D'accord ? Donc ce n'est pas la Commission européenne qui commande. Le peuple français a son mot à dire. On commence par ça. Donc déjà, réformer les institutions. Je vous le dis solennellement. Le changement et la discussion sur les institutions va nous permettre de changer le cours de l'économie française. Pourquoi ? Par exemple, si on met la règle verte, on ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle va reconstituer. Monsieur Mélenchon. Oui, non, mais justement, c'est pas du court terme qu'il faut faire, mon cher Langlais, parce que du court terme, c'est la pagaille que vous connaissez aujourd'hui. Langlais, vous me ferez plaisir. Nous devons récupérer la propriété du temps long. Aujourd'hui, tout est dominé par le temps court, le temps de l'actionnaire, du benchmarking dans les entreprises à 3 mois. Nous devons reprendre le pouvoir sur le temps long. J'y viens. Quelle mesure à long terme? Ah, tout le monde est d'accord. Bien sûr. Bien. Donc déjà, nous sommes d'accord avec le concept de planification. Ça ne m'étonne pas, ce n'est pas une invention bolchevique. La totalité des pays l'a pratiqué jusqu'à ce qu'on décide que le temps long n'avait plus sa place. Alors, par quoi commence-t-on? Maintenant, vous voulez qu'on parle d'économie, si j'ai bien compris, on y vient. On commence par trouver où est la courroie d'entraînement, par où on va faire redémarrer le tout. C'est pourquoi, dans l'interview au Nouvel Obs, je disais, il ne suffira pas de distribuer du pouvoir d'achat. Il faut qu'il y ait du pouvoir d'achat distribué, parce que les faillites, pour l'essentiel, aujourd'hui, ce sont les faillites des entreprises qui ont à voir avec la consommation populaire. L'année dernière, sur les 23 000 faillites, l'essentiel, c'est les coiffeurs, la restauration, les petits artisans du bâtiment, et ainsi de suite, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans l'économie mondiale, qui sont dans l'économie locale. Vous n'allez pas vous faire couper les cheveux à Shanghai, ni construire votre pavillon avec une entreprise de Hong Kong. Bien. Donc, la première chose, c'est où va-t-on trouver cette volonté d'allemand? C'est la place que je donne à l'économie de la mer. Car l'économie de la mer, c'est un monde vierge. Nous sommes la 2e puissance du monde, le 2e territoire maritime. C'est pas sérieux. Nous allons donc... Honnêtement. Pardon? Attendez, vous me dites, on va remettre le pays avec l'économie de la mer? Remettre sur pied le pays avec l'économie de la mer? Monsieur Langlais, Attendez, oui, monsieur Langlais, ça s'appelle la planification. Si vous mettez en route un secteur d'accumulation... Non, mais c'est des vous me centaines laissez de milliers terminer d'emplois, c'est certainement. Mais Combien? Des centaines de milliers d'emplois, c'est indubitable. Oui. Et au-delà? Mais attendez, mais c'est que décidément, vous êtes dans le vieux monde. Vous n'arrivez pas à en sortir. L'économie de la mer, c'est mettre en route une agriculture de type nouveau. C'est l'algoculture qui nous permet de faire, comme on l'a dit il y a un instant, des plastiques, pour ne prendre que ces exemples. Ce sont des dizaines d'hydroliennes qu'on coule en mer et qu'on coule dans les estuaires. Pour ça, il faut de l'acier, cher monsieur. Ça fait donc travailler Florange, ça fait donc travailler Grandange, pas seulement le rivage. Et ainsi de suite. Les ateliers de construction, déconstruction des navires. Il y a des milliers de navires à déconstruire en France. Et il y en a eu des très grands, comme le Clémenceau, qu'on a abandonné à des mômes en Inde pour aller retirer l'amiante qui s'y trouvait. C'est des millions d'emplois. Pourquoi? Écoutez-moi. Parce que d'un côté, vous avez un facteur, vous injectez de l'argent dans de l'investissement. L'économie de la mer, aujourd'hui, elle est balbutiante. Elle existe, mais elle est balbutiante. Et vous y injectez de l'argent. Du coup, vous avez une forme d'économie nouvelle. Elle a toujours existé, hein. Mais bien sûr, c'est déjà 300 000 emplois aujourd'hui. Voilà. Mais ce que je propose, et je crois que nous proposons la même chose au moins tous les deux, c'est de tourner la page pour passer au mode de production écologiquement soutenable. Si nous changeons par l'aval, c'est-à-dire l'endroit où l'on va faire, on changera l'amont, c'est-à-dire toutes les industries qui sont raccrochées. Donc la première chose à faire, les gens comprennent ce que je dis, c'est relancer par un secteur de l'économie où nous sommes bons, innovants, seul et pas exposé à la compétition mondiale. Pour ça, il ne faut pas vendre General Electric aux Américains parce que c'est General Electric qui sait faire un certain nombre de machines et nous devons rester souverains. Nous avons besoin d'un pôle public financier, comme l'a dit il y a un instant Benoît Hamon, parce que c'est par là qu'on va financer. Monsieur Langlais, laissez-moi juste finir sur ce thème. Le crédit bancaire n'est pas utilisé à l'investissement aujourd'hui. Hamon vous l'a dit il y a un instant, il a 1000 fois raison. 1000 milliards ont été jetés par la fenêtre, qui ne sont jamais venus dans l'économie réelle. Si nous avons une économie de la mer, nous pouvons décider la somme que nous voulons. Vous m'entendez les gens? La somme que nous voulons
parce que ça correspond à des productions réelles. Donc en face du signe qui aura été émis en crédit, nous aurons une réalité matérielle. Voilà le modèle économique. C'est pourquoi, Monsieur Langlais, il y a une chose que vous ne comprenez pas. La planification donne de la visibilité. Quand vous êtes chef d'entreprise, le premier problème, c'est pas les cotisations sociales, c'est le carnet de commandes. Et le carnet de commandes, il marche si vous avez de la visibilité. Par conséquent, la transition écologique de l'économie, c'est donner de la visibilité. Quand vous avez affaire à quelqu'un comme moi, les gens se disent, celui-là, il a décidé, il va le faire. Oui, en effet, il va le faire. Alors la dette. Comme d'autres pays, la France a une dette publique élevée, hein, c'est 2000 milliards d'euros, qu'elle traîne comme un boulet. Ça handicape considérablement l'économie. Alors, il y a plusieurs solutions pour s'en débarrasser. Il y a la méthode, je dirais, allemande, c'est-à-dire qu'à force d'économies pénibles, on la rembourse. Il y a la méthode relativement habituelle, qu'on a utilisée dans tous les pays du monde à toutes les époques, c'est l'inflation. C'est très pratique, très efficace, mais il n'y en a pas en ce moment. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour réduire la dette ? Vous qui considérez justement qu'au moins une partie d'entre elles est illégitime. Ah oui, il y en a 59% qui est illégitime. Vous avez défini ce... Oui, on a fait un collectif de travail avec des gens sérieux. Vous savez, à gauche, il y a des économistes. Et alors ? D'ailleurs, nous sommes membres, Europe Écologie Les Verts est mon parti de ce collectif. Nos économistes ont travaillé. Qu'est-ce qu'ils découvrent ? Que sur tout l'argent qu'on doit, il y a quelque chose comme 480 milliards qui est uniquement lié à des pertes de recettes de l'État en fonction des faveurs qui ont été faites en termes fiscaux pour les revenus les plus élevés et pour les bénéfices les plus élevés. Et deuxième moment, vous ne comprenez pas quand l'État prend moins d'argent, Monsieur Langlais. Mais par rapport à quand ? Attendez, par rapport à la période entière pendant laquelle la dette a été constituée. Froncez pas les sourcils comme ça va être simple, vous allez comprendre. Il faut une base, c'est-à-dire il faut Écoutez, définir. La durée on va parler de la dette après, de son ampleur, mais là je suis en train de vous expliquer la dette illégitime, puisque c'est vous qui avez posé la question. Premièrement, l'argent moins que l'État n'a pas pris puisqu'il a baissé sa fiscalité sur des bénéfices, sur les revenus, etc. Monsieur Langlais, on va en rester là, vous avez raison et moi j'ai tort. Mais les gens peuvent entendre à quel point j'ai tort et vous raison. C'est des questions. Donc, il y a 400 milliards qui sont illégitimes. Deuxièmement, il y a ce qui a été perçu... Ça, mais pardonnez-moi, c'est mais pas non, je ne convaincant. décrète pas, j'ai démontré si 3 on fois, baisse... pas parce que vous répétez la même question, que ça vous donne de la si valeur. on baisse les impôts demain, Laissez-moi... si on baisse les impôts demain... mais c'est quoi votre truc? Le grand oral de l'État, depuis les 40 dernières années, combien a été emprunté? Eh bien, prévenez-moi, Monsieur Langlais, avant l'émission, et je prépare mes chiffres. Je vous donne une épure d'ensemble. Vous êtes en train de faire peur, comme d'habitude, aux gens avec la dette. La dette, c'est de la rigolade. Je peux expliquer pourquoi c'est de la rigolade? Alors, comment faites-vous Parce qu'on pour compare sortir de un cette stock... rigolade? Écoutez-moi, on compare un stock de dette dû par la France à une année de production, c'est-à-dire on compare un stock à un flux. Oui, c'est-à-dire quand on calcule une vitesse, Monsieur Mélenchon, on compare des kilomètres et du temps. C'est oui, la même chose. Voilà. Mais Monsieur Langlais, si on vous faisait ça à vous, à votre dette personnelle, pour votre appartement ou votre voiture, on appelle le SAMU pour vous emmener tout de suite pour la crise cardiaque. Pourquoi rapporte-t-on la dette de la France à une seule année de ses revenus? Alors que le titre moyen de dette, la moyenne de la longueur, c'est 7 ans et 19 jours. Oui, Premièrement. Deuxièmement, parce que si vous empruntez à un banquier, il va vous demander combien vous avez déjà. On ne demande jamais combien à la France. Laissez-moi répondre. Laissez-moi dire les choses pour que les gens les entendent pour une fois, au lieu du prêchi-prêcha libéral. Il y a 31 000 milliards d'actifs français. Dont presque 12 000 ou 17 000, je crois, en actifs financiers. La France est richissime. Le total de ses dettes, c'est 5,6% du total de ce qu'elle possède. Alors, ça suffit, le chantage à la dette. Ça suffit. Alors maintenant, comment sortez-vous de cette dette? Il n'a rien compris. Donc attendez, c'est tragique, hein. Vous ne la remboursez pas? Honnêtement, attendez, à ma décharge, c'est pas d'une clarté cristalline, parce que vous nous enfumez un petit peu avec des trucs sur... Non, d'habitude c'est vous qui enfumez avec vos graphiques. Cette fois-ci, alors là, c'est moi vous. c'est des chiffres. Cette vous fois-ci, avez c'est les vous. vérificateurs là, ils vont dire tout à l'heure si je raconte des histoires ou pas. On les attend. Maintenant, écoutez-moi, comment on se débarrasse de la dette? C'est un problème qui n'est pas économique, c'est un problème qui est politique, entièrement politique. Si demain la Banque Centrale Européenne, je prends un exemple, décidait de racheter la totalité de la dette française, donc elle disparaîtrait de nos comptes, ce qui reviendrait à dire que la Banque Centrale aurait recréé une liquidité équivalente au montant de notre dette. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça, monsieur? Tout à fait. Parfait. Donc on voit, j'ai pris un exemple extrême. Comment est-ce que vous allez convaincre la Banque Centrale Européenne, qui est quand même une collectivité, Oui, où il y a vos oui, amis oui, allemands Ben, je vais vous apprendre un truc qui existe dans le monde réel. Ça s'appelle les rapports de force.
D'accord. Attendez. La France... Là, c'est la poudre de perlimpinpin. hein, Oui, pardonnez-moi. non monsieur, la France est une grande puissance, c'est la deuxième économie du continent. Si vous laissez la France mourir, comme c'est le cas en ce moment, complètement anémiée, on anémie toute l'économie européenne. Les Allemands se trompent, le gouvernement allemand se trompe radicalement et fondamentalement. Et la fête sera bientôt finie aussi en Allemagne. Parce que vous êtes là, vous réjouir d'une politique absurde. Les Allemands ont un budget en équilibre, c'est stupide. Quand vous avez une possibilité d'emprunter à moins cher que l'inflation, c'est stupide de ne pas s'endetter. Eh bien, les Allemands aujourd'hui vont devoir fermer des ponts. Les routes allemandes sont dans un état pitoyable. Voilà le bilan de leur politique. Et tout ça, pourquoi ? Parce que le cœur de l'électorat de la droite allemande, ce sont des retraités par capitalisation qui ont donc besoin de beaucoup de dividendes qui viennent dans les entreprises et d'un euro fort. Monsieur Langlais, si l'euro était à 1 dollar, votre conclusion, si Jean-Luc Mélenchon. nous on faisait le taux de change 1 dollar, 1 euro, on gagne 30% Ça serait de beaucoup productivité sur le marché mondial. Bien, je vous rejoins C'est là-dessus. Je sais bien que vous me rejoignez, je vous ai lu. C'est une décision politique. Il n'y a aucun ouvrier qui peut rattraper 30% de décalage d'un euro à 1 dollar. Et quand on est monté à un moment donné jusqu'à 1,60, eh bien moi je dis, la France dira, si c'est moi qui la dirige, c'est fini. Maintenant c'est 1-1. Et 1-1, c'est pas du vol. Et les 10 minutes sont finies aussi, Jean-Luc Mélenchon.